Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Diena. Heureux de vous retrouver ici sur ce magazine des sports, l'actualité consacrée à l'actualité bien sûr sportive et internationale. Au sommaire de cette édition, le Mexique domine l'Afrique du Sud et lance parfaitement la Coupe du Monde 2026 à domicile. La compétition co-organisée avec le Canada, les États-Unis et le Canada et les États-Unis. Voilà, donc dans la deuxième rencontre, la République tchèque a été battue par la Corée du Sud. Dans cette émission, nous allons également parler de la journée FIFA de juin 2026 avec les éperviers du Togo qui ont terminé leur stage au Maroc sur une bonne note. Les éperviers ont dominé les Guépards du Bénin 5-1. Pour en parler dans cette émission, nous recevons deux invités. David Diadou, il est journaliste sportif à la radio Sport FM. Bonjour David. Bonjour Michel, bonjour Latif, bonjour à tous. Bonjour David, plutôt Latif Yoroma, il est journaliste sportif et rédacteur en chef de la radio Diena. Oui, bonjour Michel, bonjour David. J'aurais aimé peut-être que tu m'appelles Doji. C'est mon surnom en fait, Doji. En tout cas, David, c'est également Doji. Oui, je sais, parce que tu avais voulu me donner le nom David. J'aurais préféré que tu dises Latif Doji. C'est encore mieux. Et voilà, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Je suis Michel Djamessi à la présentation. Le Mac des Sports, c'est parti. De retour au studio, nous allons donc parler de cette Coupe du Monde qui a bien démarré avec le Mexique qui a dominé l'Afrique du Sud 2-0. On commence par David. David, une Coupe du Monde avec le Mexique et l'Afrique du Sud. Comment voyez-vous déjà ces premiers matchs de la Coupe du Monde? Bon, tout premièrement, on va prendre ce match entre le Mexique et justement cette formation de l'Afrique du Sud. Quand on prenait un peu les confrontations entre les deux équipes, je pense que le Mexique avait déjà damé les pions à cette formation à deux reprises, si je ne m'abuse. La dernière fois, c'était quand même un nul, un partout entre les deux équipes. Cette fois-ci, c'est encore cette formation qui co-organise cette compétition qui arrive quand même à damer les pions aux Sud-Africains. Vous prenez un peu le contenu qu'a proposé cette formation de l'Afrique du Sud hier, sincèrement, que ce soit au milieu de terrain ou de la défense, c'est que ça avait manqué d'idées. Il n'y avait pas eu assez d'idées au niveau de la défense, au niveau de l'attaquant ou des attaquants. Vous allez voir que lorsque l'Afrique du Sud a le ballon au niveau du camp adverse, on n'arrive pas à exploiter les idées comme cela se devrait. Ce qui faisait que les attaquants perdaient le contrôle du jeu. Et ça donnait favori justement à cette formation de Mexique qui n'a fait que l'emporter sur ce score de 2-0. Et Latif Yoroma, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence dans ce match entre le Mexique et bien sûr l'Afrique du Sud? Bon, vous savez, il y avait quand même un décalage de niveau entre les deux nations. Le Mexique, 14e mondial, était face au Bafana 60e mondial. Déjà sur le papier, on sait que voilà, le Mexique était devant. Le Mexique jouait devant son public, un stade de 83 000 places. Et vous savez, il fallait aussi rompre avec, je ne vais pas parler de malédiction, mais avec une statistique qui date. Le Mexique n'a jamais gagné, en tout cas son premier match lors d'une compétition inaugurale. Vous savez, le Mexique a déjà eu organisé, c'est la 3e Coupe du Monde que le Mexique est en train donc d'organiser, mais n'a jamais eu la chance de gagner, en tout cas son premier match, son match inaugural. En Afrique du Sud, en 2010, c'était aussi le Mexique qui a ouvert le bal contre les Bafana. Il y a eu un but partout, David en parlait. Il fallait rompre avec cela et se mettre dans les bonnes dispositions. La nouvelle formule fait que l'équipe qui gagne en réalité un match sur les 3 au programme de la phase de groupe a quand même déjà 50% de chances de pouvoir les meilleurs troisièmes. Souvenez-vous, une nation européenne a quand même glané 3 points, a fini meilleur 3e et à la fin a fini... Vous faites allusion au Portugal. Voilà, au Portugal a fini sur le toit donc, du vieux continent. C'était cela. Maintenant, dans le contenu, oui, les Bafana n'y étaient pas. Il faut avoir le courage de le dire. Il y avait 58% de possession
à la mi-temps. Et en deuxième partie, ça s'est encore ça a grimpé avec déjà ces cartons rouges écopés par deux Bafana. Là où l'Afrique du Sud a perdu le nord, c'est de voir un de ses cadres qui vient et qui ressort quand Zouane qui entre pour en réalité essayer d'apporter plus de vie au milieu de terrain, se fait expulser par la VAR, on va le dire ainsi, sur une action qui en réalité... C'était pas trop sévère, ce carton rouge? Ben, j'ai du mal, moi aussi, à me dire qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est la VAR qui a donc interpellé l'arbitre, il est allé, il est revenu. Sur la première action, la règle, tout le monde la connaît. Lorsque vous commettez la faute en position de dernier défenseur, on vous expulse. Et là, c'était à la 50e minute. On a vu une équipe qui a semblé retrouver l'équilibre même à 10, mais le deuxième carton n'a rien arrangé. Le Mexique a donc marqué dans des moments clés. D'abord, le but de la 9e minute, marqué par Guillaume Nunez, et puis ce but-là de Jiménez qui vient clore les débats. Moi, je pense logiquement, le Mexique a gagné. L'Afrique du Sud va devoir se réinventer, parce que je me dis, Hugo Bros, est-ce que le choix de départ, parce que quand vous avez vu, quand l'autre attaquant, le nom Moudao? Non, pas Moudao. Mokoena? Non, ce n'est pas Mokoena. Le nom va venir. Quand il est venu, quand il est rentré en jeu, il a apporté plus de fraîcheur parce qu'il y avait quand même Foster qui était esselé totalement. Mokoena a bouffé sa feuille de match, il faut avoir le courage de le dire. Ça n'a pas été, même sur la seule situation de coup de pied arrêté, il n'a pas été incisif. C'est un match à oublier par les Bafana. Il y a quand même une deuxième opportunité pour aller chercher, pourquoi pas, la victoire. Mais ça va être difficile, Oui, parce que l'Afrique du Sud aura joué contre la Corée du Sud, qui avait battu hier la République tchèque. Quand vous prenez ce match-là, les deux équipes ont livré une partie intéressante, même si, oui, par après, c'est la formation de la Corée du Sud qui l'a emporté. Je pense que ça va être difficile pour les Bafana. D'ailleurs, quand on prend les préparatifs de cette formation, ça n'a pas rassuré. Vous jouez contre Panama, vous n'arrivez pas à gagner, vous faites nul. Et puis, bon, par après, je ne sais pas s'ils ont gagné le deuxième match, mais ça n'a pas rassuré au cours des préparations. Maintenant, bon, c'est une obligation absolue pour cette équipe de soit gagner contre la Corée du Sud et peut-être concéder nul, comme le dirait Latif. S'ils arrivaient à le faire, je pense que la deuxième place ou la troisième place, ça va être prenable. Et Latif, David a déjà abordé ce match. Le deuxième match, la Corée du Sud a renversé la République tchèque. La République tchèque menait 1-0 jusqu'à la dernière minute où l'équipe coréenne a su réagir. Dans cette poule, déjà, est-ce qu'on pourra parler d'une chance pour l'Afrique du Sud, puisque l'Afrique du Sud, c'est une nation africaine? Est-ce qu'on peut parler encore d'une chance pour cette formation, vu également ce groupe un peu relevé? Oui, moi je dis, par rapport au format, toutes les nations ont leur carte à jouer, beaucoup plus le continent africain, parce que au-delà des deux qui se qualifient directement, il faut maximiser, parce que qu'est-ce qu'on appelle meilleur troisième? Le meilleur troisième, c'est en réalité celui qui se classe d'abord troisième et aura la chance d'être dans le lot des meilleurs troisièmes. Autrement dit, vous pouvez avoir 3 points et passer devant une équipe qui a fini avec 4 points. Justement. Quand dans votre poule, ok, vous avez 4 points, mais étant quatrième, celui qui a dans sa poule 3 points étant troisième, il est dans le lot des meilleurs. Voilà, c'est Apolis. Merci beaucoup à la réalisation. C'est Apolis qui, je parlais du joueur qui est rentré et qui a apporté plus. D'ailleurs, le premier tir cadré côté sud-africain est venu d'Apolis. Qui est entré en jeu et qui a essayé. Je pense que Hugo Bros aurait pu peut-être d'entrée oser, mais ça n'a pas été. Il a proposé un 3-5-2 qui, ma foi, n'a pas véritablement marché. Alors, je parlais donc de cette possibilité de voir l'Afrique du Sud passer. N'oubliez pas que lors de la Coupe du Monde en 2010, l'Afrique du Sud a eu 4 points, mais ça n'a pas suffi pour passer. L'Afrique du Sud a battu même l'équipe de France, souvenez-vous. Mais ça n'a pas suffi. Ça suppose qu'ils ont eu 4 points, mais ont été éliminés. Mais ici, dans le registre dans lequel nous sommes,
tout est jouable. Et donc, le premier match, il faut l'oublier. La deuxième rencontre, il faut aller la chercher. Oui. Et je crois que ça a été, c'est comme un match d'observation pour toutes les nations. Le Mexique a eu véritablement ce qu'il fallait. Ils ont gagné le premier match. Qu'est-ce qu'il faut maintenant souhaiter? En réalité, les calculs ont commencé. Que le Mexique peut-être gagne aussi son deuxième match. Oui. Que le Mexique peut-être gagne son troisième match. Et que l'Afrique du Sud quand même gagne un des deux matchs restants pour espérer minimum être parmi les 3 premiers de la poule A et espérer être parmi les 8 meilleurs troisièmes des 12 poules qui sont constituées. Et voilà, ce qui est dit, l'Afrique du Sud a encore une petite chance pour avoir sa qualification avec 2 matchs qui restent à jouer face à la Corée du Sud et la République tchèque. On aborde les matchs à venir ce vendredi, le samedi et le dimanche. Il y aura des matchs. Le Canada qui joue la Bosnie-Herzégovine. Ce sera donc ce vendredi à 19h00. Ce match du groupe B, le Canada et la Bosnie-Herzégovine, ça dit quelque chose, David? Bon, pas tellement grand-chose, mais quand vous prenez le Canada, il est bien vrai que vous avez un certain Jonathan David et quelques gens qui évoluent du côté de l'Europe. Mais est-ce que cela explique que le Canada va pouvoir l'emporter sur la Bosnie-Herzégovine, connue anciennement sous le nom, je me perds un peu, ben, de toute façon, c'est la Bosnie-Herzégovine. De l'autre côté, ce n'est pas aussi des noms ronflants, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va véritablement jouer beaucoup plus du côté de la Bosnie-Herzégovine que du côté canadien. Puisque, en termes de possession de balle, cette équipe arrive quand même à mettre le ballon à terre, à poser le ballon. Et c'est ça qui pouvait quand même déranger le Canada dans cette rencontre. Mais bon, après, qui va gagner le match? Je ne sais pas trop. Ça va être difficile pour moi de prononcer le vainqueur. De toute façon, on va assister à une partie intéressante. Ah oui, un groupe un peu, on va dire, un peu abordable pour le Canada. Dans ce même groupe, il y a le Qatar et la Suisse. Voilà, c'est un groupe un peu favorable pour les 4 formations. Oui, bon, la Suisse en réalité et la Bosnie par rapport à leur positionnement au classement FIFA devraient être les 2 premières nations qui pourront prétendre aux 2 premiers billets. Et chercher la troisième entre le Qatar et le Canada. Le Canada. Vous savez, le Qatar a organisé la Coupe du Monde en 2022. Et tout comme l'Afrique du Sud en 2010, ça n'a pas donné ce que ça a donné. Mais vous savez, quand un pays hôte sort dès les premiers tours, souvent, ça plombe un peu l'engouement autour de la compétition. Et donc, le Canada n'a que deux villes choisies pour les 104 matchs. Il n'y a que 2 villes qui vont accueillir, en tout cas, les matchs. Le Mexique, 3 villes. Et puis, les États-Unis, 11 villes. Et vous voyez, par exemple, le Canada tomber dès le premier tour. Je crois que ça ne donnerait pas. Ça va baisser l'engouement. Oui. Donc, ça fait que dans l'organisation, souvent, beaucoup aimeraient voir les pays hôtes passer devant. Et par rapport à certains détails, la faveur est au pays, en tout cas organisateur. Et donc, je me dis, le Canada, quoi qu'on dise, va essayer de s'insérer parmi les 2 qui vont partir avec les 2 premiers billets pour les 16e de finale. Mais moi, je me dis, nous sommes à une ère où les cartes sont redistribuées. Quand vous voyez le Sénégal qui a du mal face à, par exemple, à l'Arabie Saoudite, vous voyez l'Espagne qui a eu du mal face à l'Irak. C'est vrai que c'est des matchs préparatoires, mais un match reste un match. Et quand vous voyez cela, l'Arabie Saoudite qui gagne par exemple l'Argentine en 2002, même si l'Argentine à la fin gagne le trophée, ça suppose que dans cette poule-là, on pourra voir le Canada aller chercher la Bosnie. On pourra voir également les autres nations aller. Moi, je voudrais d'abord voir toutes les équipes jouer. Le premier match. Hier, le Mexique a gagné, mais je n'ai pas été emballé. Donc, j'attends de voir tout le monde jouer avant véritablement d'être beaucoup plus pointué dans les analyses. Et le match qui suit ce samedi à 1h du matin, ce sera les États-Unis qui vont devoir rencontrer le Paraguay. Un match aussi, puisqu'on a vu les États-Unis dominer les Lions de la Teranga du Sénégal.
Bon, Latif l'a dit tout à l'heure, des matchs amicaux restent les matchs amicaux. Oui. Et les matchs amicaux ne remplacent forcément pas des compétitions. Vous allez voir des équipes être étincelantes dans des matchs amicaux, mais une fois arrivés dans des compétitions, c'est carrément autre chose. Mais moi, je dis, les États-Unis, ce n'est pas une équipe à minimiser. Comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la Bosnie-Herzégovine, c'est que, bon, vous n'avez pas de nom ronflant forcément, mais sur le terrain, avec la cohésion seulement, avec cette mentalité de pouvoir gagner, de chercher à gagner un match, je pense que ça aide l'équipe. Et donc, contre cette formation, on attendra simplement de voir. États-Unis-Paraguay, Latif? Bon, le Paraguay, c'est l'une des meilleures nations de l'Amérique du Sud, l'une des meilleures nations aussi lorsqu'on veut comparer quand même les États-Unis et le Paraguay. Le football, ce n'est pas la première chose qui intéresse les Américains, mais étant donné que, voilà, les États-Unis sont organisateurs ou co-organisateurs, ils vont tout faire pour mettre les petits plats dans les grands, comme on le dit. Forcément, le Paraguay doit s'attendre à une résistance des États-Unis. Cette équipe-là, vous l'avez dit, qui depuis un moment n'est plus aussi ridicule. Oui. C'est vrai, on ne peut pas citer les États-Unis comme candidat au sprint final ou favori, mais j'avoue que cette équipe américaine, par rapport à ce qu'elle présente depuis un moment, n'est plus ridicule, hein, qui arrive quand même à passer souvent même le premier tour. Et je crois que ce sera un match intéressant, surtout que le Paraguay n'a plus de nom ronflant. Lorsqu'on parle quand même des géants d'Europe, enfin des géants, quand je parle des géants d'Europe, des joueurs qui jouent dans les grands clubs européens, difficile de citer des joueurs paraguayens, mais je me dis que c'est un match équilibré avec un petit penchant pour les États-Unis qui pourront compter sur leur public, même si on sait que les Américains ne seront pas tous au terrain. Après l'Afrique du Sud, la deuxième nation africaine qui entre en compétition, c'est bien le Maroc. Le Maroc qui va jouer le Brésil. Ce sera donc dans le groupe C ce samedi à 22h. Maroc-Brésil, un choc à suivre. Bon, ça va être alléchant. Ça fait déjà 3 confrontations entre les deux équipes. Et c'est le Brésil qui l'avait emporté 2 fois. Récemment, c'est le Maroc qui a quand même gagné en amical cette formation brésilienne 2-1. Et je me dis quelque part que ça va donner une lueur d'espoir à cette équipe marocaine qui, la fois dernière, sinon, à l'occasion de la dernière édition de cette Coupe du Monde, a quand même créé la sensation pour franchir le cap que aucune équipe africaine n'a jamais franchi. J'ai envie de parler de cette demi-finale. Oui. Donc, quelque part, avoir la nomenclature, l'effectif de cette formation marocaine, je suis en mesure de dire que Maroc est en mesure de battre encore le Brésil, même si c'est une Coupe du Monde, puisque du côté du Brésil, ce n'est plus le Brésil qui nous fait rêver de par le passé, avec des Rivaldo, des Ronaldo, des Kaká, en passant par les Ronaldinho. Le football brésilien, à mon avis, a perdu son ADN. Donc aujourd'hui, jouer contre le Maroc, qui a une sérénité et des joueurs qui évoluent dans des grands clubs, je me dis que c'est faisable pour le Maroc si jamais le Brésil ne fait pas attention. Et Latif Yoroma, après le bon parcours du Maroc lors de la dernière Coupe du Monde, le Maroc a perdu son coach Walid Regragui. Voyez-vous encore cette belle performance de cette formation marocaine? Bon, moi je pense qu'il y a une dynamique qui est cassée. Il y a une dynamique parce que Regragui a évolué avec un groupe. Il est parti. On sait que ce n'était pas véritablement... il n'avait pas voulu aussi partir, même si beaucoup pensent que c'est lui qui a démissionné. Il a été poussé à la démission. Maintenant, la sérénité... Bon, je ne sais pas, David parle de sérénité. Est-ce que véritablement la tanière marocaine est sereine par rapport à tout ce qui a suivi la CAN? Aujourd'hui, on a vu tout un continent soutenir le Maroc au Qatar. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le continent n'aura Dieu que pour le Maroc? Je ne pense pas. Je ne vois pas, par exemple, les Sénégalais supporter par exemple... Vous l'avez souligné l'autre fois. supporter, par exemple, le Maroc. Maintenant, au-delà, avec toutes les restrictions autour des sélections, le Maroc qui a été obligé de partir sans un de ses défenseurs. Il y a après deux forfaits qui ont été... Donc, c'est vrai que sur les 2 forfaits,
forfait. En réalité, c'est un forfait qu'on peut signaler parce que l'autre joueur, un des deux, était dans un protocole de soins. Ça n'allait pas, mais il pensait pouvoir le soigner, le récupérer. Ce n'est pas forcément le cas. Je crois véritablement que le Maroc, quand même, va avancer dans le costume parce qu'aujourd'hui, c'est la meilleure nation africaine par rapport au classement FIFA, prise en compte, tenant lieu de la victoire, donc, du Maroc à la CAN 2025. Le Maroc est septième mondial. Et par rapport à son positionnement, c'est vrai que le Brésil aussi est dans le coup. Le Brésil est dans le coup. Mais historiquement, je ne me vois pas mettre le Maroc favori face au Brésil. Le Brésil, c'est un favori naturel. Quelle que soit la situation du Brésil, on ne peut pas parler de Coupe du Monde sans évoquer les Oliverdés. En réalité, il n'y a rien à dire. Quoi qu'on dise, ils ont des joueurs. Seulement, ils n'arrivent pas à mettre les talents dans le même moule. Ok, Carlo Ancelotti est arrivé, c'est pour cela d'ailleurs qu'il est arrivé. Est-ce qu'il va réussir quand même à faire jouer les mêmes joueurs, c'est-à-dire que les Vinicius, les mettre côte à côte avec les autres joueurs que vous connaissez. Bon, Neymar, ne me parlez pas de Neymar, parce que Neymar aujourd'hui, est-ce qu'il pourra démarrer? Mais écoutez, Neymar est blessé, vous le savez mieux que moi. Donc moi je dis, le Brésil est favori face au Maroc. Mais est-ce que le Brésil pourra tenir son statut de favori face au Maroc? La question réside à ce niveau-là. Le groupe, il y a l'Haïti et l'Écosse. Oui, bon, quoi qu'on dise, le Brésil va passer. Oui. Ils seront au deuxième tour. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que ils vont pouvoir aller jusqu'au bout par rapport à toutes les attentes? Il faut une 6e étoile. Tout le monde l'attend. Je ne suis pas brésilien, mais je veux voir le Brésil revenir au devant de la scène. C'est une nation qui a dominé. Vous vous souvenez qu'en 1994, le Brésil a gagné. En 1998, ils étaient à la finale. En 2002, ils ont gagné. Et puis après, ça a commencé à dégringoler. Et on en est là où on en est, surtout avec cette déculottée en 2014 face à l'Allemagne. Dans leur compétition, ils ont du mal à se remettre. Mais je crois peut-être que c'est le moment. Carlo Ancelotti est vu comme le Messi, même si il n'est pas argentin. Le dimanche 14 juin, Haïti joue Écosse. L'Australie sera face à la Turquie. L'Allemagne joue Curaçao. Les Pays-Bas va défier le Japon. Et le match là qui est attendu, c'est bien sûr la 3e nation africaine, la Côte d'Ivoire, qui joue face à l'Équateur. La Côte d'Ivoire face à l'Équateur. Ouais, la fois dernière, c'était de l'euphorie lorsque cette formation ivoirienne a quand même battu la France en match amical. C'est rassurant. Bon, c'est pas aussi rassurant que ça, puisque quand vous prenez cette formation de la France, tous les titulaires n'ont pas été présents, ils n'ont pas été sur l'aire de jeu, même si sur la feuille de match, on a remarqué qu'ils étaient là. Moi, je dis que la Côte d'Ivoire ne mette pas ça dans un coin de la tête pour se dire que c'est déjà fait. Non, c'est une compétition mondiale et beaucoup de nations sont attendues. Donc, quand vous vous engagez dans de telles compétitions, il va falloir tout d'abord la sérénité. Déjà, il y a beaucoup qui contestent la liste de MS Faye. Donc, l'obligation lui revient maintenant de contredire la sinon de démentir ceux-là qui pensent que cette liste ne pourra pas faire les affaires. À lui de savoir quel pion, quel élément il faut mettre dans des compartiments pour pouvoir quand même avancer dans cette compétition. Donc, moi, pour ce match qui a été joué contre la France, gagné 2-1, je me dis que c'est un protocole. En tout cas, le plus gros boulot, c'est dans cette compétition. Latif, la Côte d'Ivoire jamais passée au second tour de la Coupe du Monde, mais la Côte d'Ivoire qui s'est logée dans le groupe E, aux côtés de l'Allemagne, le Curaçao. Et là, la première rencontre, c'est bien sûr face à l'Équateur. Voyez-vous la Côte d'Ivoire remporter les premiers points de cette compétition? Je pense que c'est le moment. L'équipe ivoirienne en réalité est armée pour passer ce cap-là, passer ce tour-là. C'est vrai, écoutez, même l'équipe ivoirienne qui a gagné la CAN en 2024, sinon la CAN 2023 disputée en 2024, elle a été critiquée. Oui. C'est-à-dire l'effectif concocté par Gassé, Feu Gassé, bien sûr, l'effectif a été critiqué. Qu'est-ce que les Ivoiriens n'ont pas dit de cet effectif?
Et après les tout premiers matchs, vous savez, la Côte d'Ivoire est passée par un trou de souris. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Mais au final, c'est cet effectif-là qui est allé chercher la CAN, en tout cas en Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens, vous savez, il n'y a pas plus bavard qu'Ivoirien, ou peut-être Camerounais, excusez-moi. Oui. Donc, Emers Faé, aujourd'hui, il y a une tempête, une campagne contre lui. C'est parce que, justement, le sélectionneur aussi, parfois, lui aussi, il a des mots blessants. Parce qu'il est monté sur les nuages depuis qu'il a gagné la CAN. Et c'est le retour, la monnaie que le public peut lui rendre. Sinon, je serai à sa place, j'aurai mon effectif, vous serez à sa place, vous aurez... Parce qu'il y a des joueurs, il y a des binationaux qui sont arrivés. Et quand ça arrive, tout le monde, quand vous avez 1000 citoyens, on peut avoir 1000 effectifs. Aujourd'hui, c'est un effectif varié, c'est un effectif pertinent. On peut tout reprocher à Emers Faé. L'équipe qu'il amène dans les Amériques devrait être aussi celle que peut-être David ou bien chose, peut-être à des exceptions près. Maintenant, il faut faire bloc derrière les éléphants de Côte d'Ivoire en négociant bien le premier match. Ils l'ont bien fait face à la France. Peut-être l'équipe, David parle des titulaires. Bon, moi, je pense à l'équipe de France, tout le monde est titulaire. C'est un effectif qui est là. Mais l'équipe, peut-être non titulaire de France, peut être l'équipe de l'Équateur. Et donc, si la Côte d'Ivoire serre les dents, serre l'anus, serre tout, la Côte d'Ivoire pourra passer forcément face à l'Équateur, qui aujourd'hui, c'est vrai, n'est plus aussi cette nation tellement pertinente par rapport aux derniers résultats. Donc la Côte d'Ivoire, je pense, fait partie aussi de ces nations-là qui peuvent retrouver facilement le deuxième tour, surtout pour la première fois de l'histoire des éléphants. Je pense que c'est la 3e participation de la Côte d'Ivoire. Et cette formation ne s'est jamais qualifiée pour le tour suivant. Donc là, ça va être un gros défi. Quand vous prenez l'effectif de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a toujours de ressources humaines, des joueurs. Mais une fois arrivé dans cette compétition, je ne sais pas ce qui ne marche pas. Donc, cette fois-ci, il va falloir que la Côte d'Ivoire essaye de faire quelque chose. Et tous, ils sont là, avec l'apport de Eli Wahi qui a accepté de jouer pour la Côte d'Ivoire. Je pense que le jeune Yann Diomandé, c'est des pertinences en tout cas. Voilà, Guela Doué, les autres. Moi, je crois que on ne peut pas avoir mieux que ce qu'on a, même si d'autres voulaient voir peut-être qui a la place de qui. Vous voulez comme mettre Nicolas Pépé, il est là, non? Il est là. Maintenant, qui vous voulez encore? C'est vrai que c'était les rejetons de Gassé qui n'étaient pas là. Mais tout le monde est là. Voilà. Et donc, au travail, quoi. Et voilà, c'est donc fini pour la Coupe du Monde. Nous allons désormais parler de la sélection nationale des Épérus du Togo. On marque une pause et on revient pour parler de cette sélection. Le monde est là. Mondial 2026 avec la diaspora africaine au Togo. Le comité Togo Football Awards et l'agence Africa Promo Football, en collaboration avec la Fédération togolaise de football, facilitent le voyage sur les 3 pays de la compétition, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Depuis Lomé au Togo, les ressortissants des pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 peuvent directement rallier les villes d'accueil de la compétition avec un package assistance complète à des prix défiant toute concurrence. Assistance administrative et visa, transport et logistique aérienne, hébergement et restauration, accès au stade, protection et sécurité sont autant d'éléments que nous vous offrons. Rendez-vous dans nos stands à Hôtel du 2 février, la Fédération togolaise de football et au port autonome de Lomé pour les formalités. Renseignements 90 01 36 50, 90 11 63 63, 99 50 10 05. Aller à la Coupe du Monde 2026, c'est possible à partir de Lomé.
De retour ici au studio, nous sommes dans le mag des sports sur le www.radiodiena.tg. Désormais, nous allons parler des éperviers du Togo qui ont bouclé leur stage sur une bonne note au Maroc. Les éperviers ont donc battu les Guépards du Bénin 5-1. C'était vraiment une surprise de voir les éperviers marquer 5 buts face au Bénin. Personne ne voyait cela. David Diadou, 5 buts marqués par les éperviers. Le fait marquant de cette rencontre a été donc l'expulsion du milieu béninois Samadou à Tidikou à la 51e minute qui a contraint le Bénin à jouer en infériorité numérique et a fait basculer le match. Voilà le déroulé. À la 6e minute, l'ouverture du score par Philippe Santos pour le Bénin. À la 38e minute avant la pause, égalisation du Togo grâce à un but contre son camp de Mohamed Tidjani. À la 51e minute, il y a eu un carton rouge pour Tidikou, lui là qui a marqué contre son camp. Et voilà, les éperviers ont profité. À la 68e minute, Djen Dakounam, le capitaine des éperviers du Togo, a inscrit le 3e. Après, il y a eu ce but de Arnaud Komlavi, le joueur de la SK de Togo. Et Kevin Denke, qui a donc aggravé la situation. À la 74e minute, F de là-bas, entré en jeu, va donc sceller la victoire à 5-1. C'était vraiment un match bien maîtrisé par les éperviers. D'abord, la première leçon, c'est de voir les attaquants marqués dans ce match. Kevin Denke, qui sur les rencontres précédentes est le seul attaquant qui arrive quand même à marquer des buts après avoir gâché énormément d'occasions. Oui. Maintenant, sur ce match-là, on a vu Kevin Denke marquer, on a vu Arnaud Komlavi à qui on a fait confiance. Il y a également là-bas, lui c'est une disette pour lui, il n'arrive plus à marquer en sélection. Mais du côté de Alain, c'est quelqu'un qui cartonne dans son championnat. Il a terminé plusieurs fois meilleur buteur de ce championnat. Et donc aujourd'hui, quand les attaquants arrivent à bien s'exprimer de cette façon, je pense que ça augure de bonnes choses pour l'avenir. Maintenant, revenons sur le match. Je me dis, le Togo va gagner, mais pas sur ce score de 5-1, oui. Puisque ça fait des années que le Togo n'a plus gagné sur un tel score, 5-1. Je pense que c'est beaucoup. Il va falloir retourner un peu dans le passé pour voir un score fleuve de la formation togolaise. Mais aujourd'hui, il faut dire seulement que le nouvel entraîneur est en train d'asseoir une équipe un peu plus compétitive par rapport aux autres qui étaient là. Paulo Duarte, oui, à son époque, le Togo arrive à asseoir un jeu intéressant, sauf qu'au niveau de l'attaque, on n'arrivait pas à marquer des buts. Aujourd'hui, lui, il arrive à corriger cela. On va juste attendre de voir ce que ça va apporter réellement à cette formation togolaise. Mais en 4 matchs déjà, oui. Je pense que le ratio est bon. 2 nuls, 2 victoires. Et forcément, ça augure de bonnes choses. Le ratio est bon pour les éperviers. Nous allons écouter Kevin Denke, l'attaquant togolais, après cette victoire devant le Bénin. On vient de faire une victoire vraiment spéciale pour nous, le Togo. On sait le match que c'était, un derby, un grand match contre le Bénin, frère à nous, mais on a beaucoup de rivalité entre nous. C'est mon 4e but en 4 matchs. Je suis content pour ça, mais surtout que les 4 buts aident le pays, le Togo, à gagner des points à chaque fois. C'est le plus important pour moi. Je mets l'équipe en avant parce que surtout cet après-midi, on vient de faire un travail collectif où on gagne, on domine aussi avec le ballon. Je suis très content pour ça. On sait le coach Ili vient d'arriver, ils ont un staff qui propose quelque chose de nouveau et c'était très important de s'adapter et de comprendre ce qu'il veut. Donc voilà, je pense que ça se passe bien et on peut sentir quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train de s'installer et je suis sûr, encore une fois, très confiant pour le mois de septembre. Denke Kevin, l'attaquant togolais, après cette victoire devant le Bénin. Nous allons désormais écouter le sélectionneur des éperviers du Togo, Patrice Neveu. D'abord, c'est pour nous une bonne fin de stage. On a beaucoup travaillé, les joueurs se sont beaucoup impliqués dans de bonnes conditions d'entraînement. Après, c'est vrai qu'on était conscient du premier match contre le Centrafrique, on a fait match nul, c'est un match qu'on aurait dû gagner. Bon, après, on a fait quand même des corrections, le groupe est resté en confiance. On a encaissé un premier but, on n'est pas très bien rentré dans le match, à mon avis, pas suffisamment d'impact. Après, on a, sur une multitude de corners qu'on a pu avoir, on a réussi à revenir au score, ce qui est une bonne chose. Et après, en deuxième mi-temps, je pense qu'on a bien fait circuler la balle, beaucoup d'occasions de but. C'est vrai que le Bénin s'est fait expulser un joueur, mais malgré tout, je dirais que le Bénin, c'est une équipe solide et que malgré tout, pour le coup, on a su profiter de notre supériorité. Vous le savez aussi, j'avais titularisé des joueurs locaux
qu'au départ, parce que j'ai besoin de les voir. Ils ont besoin aussi de s'imprégner du rythme du haut niveau. Ils ont fait une prestation, le petit Arnaud a marqué, Djibril a travaillé, il doit apprendre encore, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir pousser nos jeunes au plus haut niveau. Je suis surtout satisfait, je dirais, pour le peuple togolais, parce qu'on sait que depuis des années, c'est difficile pour eux. Donc déjà qu'ils prennent plaisir après cette victoire, même si c'est un match amical, c'est important de pouvoir profiter. Quant à moi, je sais avec beaucoup de recul que j'ai encore beaucoup de travail à effectuer et que je reste lucide et que je dois continuer à mobiliser les joueurs et à travailler plus encore. L'effectif s'agrandit petit à petit. Après, j'espère qu'il va s'agrandir encore aussi après la tournée que je vais effectuer et que manifestement, une équipe est en train de se mettre en place et on a besoin de la confiance de tout le monde aussi. On sait que sans confiance, sans soutien, c'est extrêmement difficile. Le président du conseil, avec l'État, nous aide énormément, je dirais, pour avancer aussi dans le projet. Et ça, c'est essentiel, très très essentiel et très important. Après, c'est à nous de renvoyer la confiance qui nous est donnée. Voilà, à l'instant, Patrice Neveu, le sélectionneur des éperviers du Togo, satisfait. L'attaquant des éperviers également, Kevin Denke, satisfait. Mais nous, notre satisfaction est de parler du contenu du jeu, la formation qu'a démarré ce match face au Bénin. Latif Yoroman, ils ont démarré avec Steve Mason dans les buts, Pierre Nadjombe, Boateng Kennedy, Nador Steve Ebode, Abdul Sabour. L'équipe là a encaissé un but. On va parler de cette ligne défensive. Bon, vous savez, oui, après 90 minutes, l'équipe a encaissé un but. C'est vrai qu'avant l'expulsion donc, du Béninois, le score était d'un but partout. Mais après, comme vous l'avez dit en introduction, le match a basculé. Et c'est quand même des combinaisons que, en tout cas, Neveu est en train donc d'essayer. Ça fait le deuxième match sur lequel il a avancé un tout petit peu le capitaine Diène Dakonam, qui joue. Je ne sais pas si on a raconté l'histoire de Diène Dakonam à Patrice Neveu. Sûrement. Parce que Diène a été formé comme, en tout cas, 6. C'est un 6. C'est un milieu défenseur. Nous, on l'a connu 6 en réalité. C'est vrai quand Diène est arrivé au Coton Sport du Cameroun. Il a joué en tant que latéral et puis a évolué finalement en jouant dans l'axe. Et parce qu'il jouait dans l'axe en club, il est devenu donc défenseur central avec les éperviers du Togo. Mais on dit souvent que l'assassin revient toujours sur le site du crime, en tout cas. Le lieu du crime. Voilà, le lieu du crime. Donc, Diène Dakonam évolue pratiquement sur la largeur de la défense. Vous le mettez dans l'axe, il peut être là, vous le mettez sur le côté gauche, vous le mettez sur le côté droit, vous l'avancez un tout petit peu. Et pour l'instant, voilà, il a été juste repositionné et apparemment, il est en train de retrouver peut-être son mordant lorsqu'on parle des éperviers du Togo. Vous avez vu, la chance aussi, il y a eu Diène. Parce qu'entre-temps, Arolou Roger... On aborde en même temps Diène avec Karim et Djibril Bastou. Voilà, un peu diminué. Donc, le fait qu'il joue le rôle désormais de 6, ça fait qu'il a compensé les incertitudes physiques ou bien les pépins physiques du côté donc, de choses. Pour dire, pour l'instant, c'est des combinaisons. Il a réussi quand même à réévaluer, réévaluer. Il prendra sa décision. Mais quand on finit 2 matchs et qu'on encaisse 2 buts, on en marque 6, en réalité, c'est une bonne chose. Parce que la finalité du jeu, ce n'est pas de ne pas encaisser. La finalité, c'est de marquer plus que l'adversaire. Vous pouvez, à la fin d'un match, vous gagner 19. C'est mieux que de faire 0-0. On dira, vous n'avez pas encaissé, mais vous n'avez pas gagné. Donc, pour l'instant, c'est des combinaisons. Je ne voudrais pas être à la place du coach, mais je dis pour l'instant, ça marche pour lui. On va donc parler de cette attaque togolaise qui a commencé avec Sad Fana, Kevin Denke et le joueur de l'ASK du Togo, comme l'a vu Arnaud, qui marque son premier but après 2 sélections. Ouais, c'est tout simplement encourageant, puisque le coach Patrice Neveu, il a quand même eu ce courage-là de donner chance
à celui-là qui évolue dans le championnat local. La plupart des entraîneurs, des sélectionneurs ne le feront pas. D'autant que notre championnat n'est pas un championnat relevé. Donc, il se dira que non, je peux le prendre, mais je vais le laisser sur le banc. La plupart des entraîneurs qui sont passés ici au Togo, c'est comme ça ils ont fait. Mais lui, quand lui, il est arrivé, sur cette liste, on a 5 joueurs qui évoluent sur le plan national. Oui. Ce qui veut dire que le monsieur a un plan dans un coin de la tête. Moi, je dis, si ça peut continuer de cette façon, là, tu venais d'évoquer tout à l'heure des réglages. Et c'est à travers ces réglages-là qu'on peut proprement aborder les échéances qui vont arriver. Donc, on ne peut pas s'enflammer tout de suite. On attend les vraies échéances pour voir ce qui est vraiment Patrice Neveu. Et Latif, pour terminer, quel enseignement peut-on tenir donc l'enseignement, c'est de dire que Neveu a été rationnel. Oui. Il a été rationnel, on n'est pas en train déjà de le surestimer, mais il a été rationnel. Lorsque vous voulez valoriser le championnat local, quand vous faites une sélection, on peut être aisément à même de retrouver dans chaque compartiment un local. C'est-à-dire, au niveau des gardiens, il y a un local. Au niveau de la défense, il y a un local. Au niveau du milieu de terrain, il y a un local. Au niveau de l'attaque, il y a un local. En réalité, c'est cela. Si vous voulez valoriser le championnat, et même par rapport à ce qu'il a sous la main, je vous dis qu'il y a encore des joueurs dans ce championnat, si on leur donne le crédit, qui peuvent en tout cas tenir comme ce qu'on a vu avec Bastou. Il y a des noms qu'on peut donner. Il va falloir juste faire confiance, dire que vous pouvez. Il a essayé. Ils sont rentrés, après il a démarré avec eux. On ne peut pas essayer un joueur, en réalité, directement dans un match officiel. C'est dans les matchs amicaux qu'on peut essayer des joueurs. Malheureusement, pour nous, on a eu des sélectionneurs qui prennent des joueurs locaux, mais qui ne les utilisent jamais lors des journées FIFA. Je ne sais pas si c'est contre l'Algérie ou le Maroc qu'il faut lancer ces joueurs-là. Le Togo pourrait perdre le match contre le Bénin, mais au moins il a essayé des choses. Heureusement pour lui et pour le Togo, il a essayé des choses, ça a marché. Et sur l'ensemble des matchs qu'il a eu à jouer, l'enseignement à tirer, c'est que oui, il est en train de chercher ses marques. Pour l'instant, il a eu la chance d'avoir 4 matchs amicaux et je crois qu'il pourrait aujourd'hui sortir une colonne vertébrale par rapport à son effectif. Voilà ce qu'on peut peut-être tirer comme enseignement. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est donc fini pour ce nouveau numéro de votre magazine Mag des Sports. Latif, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi. Merci à David d'avoir accepté à notre invitation. Ça a été un réel plaisir de partager le plateau avec la légende. Et voilà, la légende, oui. Et voilà, mesdames et messieurs, la Coupe du Monde la légende de l'équipe de mon village. La Coupe du Monde continue avec le match Canada-Bosnie ce vendredi à 19h. Là, le Maroc joue le Brésil ce samedi à 22h et la Côte d'Ivoire sera face à l'Équateur le dimanche à 19h00. C'était Michel Djamessi. N'oubliez pas, donc, Actu Togo de 18h. Bon week-end à toutes et à tous.